Dire, si je comprends bien, in fine, en réalité, la réduction du déficit, c'est pas pour tout de suite. Mais on n'y arrivera pas, en fait. En plus, vous savez, c'est structurel, en fait. C'est empirique et structurel. Vous faites du business, j'en fais depuis longtemps maintenant. Vous savez, il y a une chose qu'on fait jamais, en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est faire une promesse et ne pas la tenir. Parce que pour le coup, faites une promesse à un client, ne la tenez pas, vous êtes sûr qu'il ne reviendra jamais. Et en fait, c'est ça le problème du politique aujourd'hui. Les 4, même pour cette année, le déficit public sera au-dessus, en fait, de ce qui était anticipé jusqu'à maintenant, pour une raison simple, parce que le déficit, c'est ce que j'ai dépensé par rapport aux recettes fiscales que j'ai levées. Or, aujourd'hui, on constate que les recettes fiscales ne sont pas à la hauteur de ce qui était anticipé au départ. Ça, on le sait depuis longtemps. On le sait, mais en fait, ça s'accélère en ce moment. Nous sommes de retour sur le plateau TV Finance pour cette édition du 15 octobre 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à bien comprendre l'actualité et vous proposer en conséquence des stratégies d'investissement les plus adaptées possibles. Et pour ce faire, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau TV Finance Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Pierre Sabatier, vous êtes président fondateur de Prime, vous êtes économiste, prospectiviste, conférencier. Vous êtes président et fondateur du cabinet PrimeView, également président de l'OREP. On reviendra sur l'actualité de l'OREP en fin d'intervention puisqu'elle est particulièrement chaude ces derniers temps. L'actualité, Pierre, c'est le projet de budget 2026 qui a été présenté par Sébastien Lecornu hier, qui repose sur des hypothèses de croissance que certains considèrent comme très optimistes. Est-ce que, selon vous, est-il réaliste économiquement et politiquement dans un contexte d'incertitude économique et de tension sociale que ce budget ait du sens finalement? Alors vous me voyez sourire, donc vous avez probablement une idée en fait de la réponse que je vais faire à votre question. Toujours fort à propos. On est dans une séquence en France qui paraît complexe aujourd'hui parce que les intérêts des politiques tels qu'ils présentent en fait un projet de budget qui évidemment repose sur pas grand-chose, à savoir des hypothèses trop optimistes, des conséquences associées en fait à ce qu'il y a dans le budget qui ne sont pas réellement prises en compte pour l'année prochaine, qui font que très honnêtement il y a assez peu de crédibilité associée à ce budget-là. Et je crois que c'est une erreur fondamentale du politique français qui croit, en achetant in fine l'absence de dissolution ou l'absence de démission du président, qui croit acheter sur les marchés notamment en fait de la stabilité, ou en tout cas plutôt vendre de la stabilité pour justement que la France soit entre guillemets pas sanctionnée par le reste du monde. Je ne crois pas parce que personne n'est dupe. Si vous creusez un tout petit peu dans les projets de budget tels qu'ils sont proposés aujourd'hui, déjà premier élément, 2025, parce qu'on n'est pas encore en 2026, c'est un projet de budget 2026, mais 2025, on n'atteindra pas les chiffres qui sont aujourd'hui en fait dans les prévisions actuelles, ce qui veut dire que les acquis de croissance pour l'année prochaine ne seront pas là. Aujourd'hui, il suffit en fait alors j'ai la chance entre guillemets de rencontrer de très très nombreux chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une dégradation de l'activité en France, qui est une forme de conséquence de plein de choses. L'absence de visibilité des entrepreneurs qui naturellement n'investissent pas, l'absence de visibilité pour le consommateur qui ne comprend rien, qui est un peu pris en otage en fait dans la séquence actuelle, qui reporte en fait ses investissements. Il faut quand même avoir en tête. Ça, c'est assez extraordinaire. Que même dans l'acquisition d'une automobile, pourtant en fait un ménage n'achète pas une automobile sur un coup de tête. Lorsque vous avez de la stabilité politique, en gros tout le cirque actuel au niveau politique, eh bien en fait on constate que les ménages en fait reportent en fait cet achat. Donc cet effet report, et vous le savez aussi bien que il va avoir des conséquences sur la richesse créée, c'est quoi? La richesse créée, c'est pas un calcul mathématique, c'est l'observation du comportement des 3 agents sur un territoire. Les ménages, le plus important, 55 à 60% en fait de la richesse créée dans un pays comme la France. Les entreprises et les ménages en tant qu'investisseurs. Donc la première partie, c'est la consommation du ménage. Investisseurs, vous comptez à peu près 20-25%, et puis le reste, c'est l'État. Et bien, qu'est-ce qui se passe, en fait, à travers les séquences actuelles? C'est que les ménages consomment moins, épargnent plus, pas mauvais d'ailleurs pour les marchés financiers. Les entreprises n'investissent pas, les ménages pas plus, et vous avez un État qui, entre guillemets, veut orchestrer une forme de rigueur budgétaire. Écoutez, vous avez l'alignement des planètes. Alors parfois, c'est du bon côté. Là, aujourd'hui, c'est du mauvais côté. Donc vous verrez que d'ici la fin d'année, déjà, la croissance en 2025 ne sera pas au rendez-vous tel qu'on pouvait l'imaginer. 0,7% de croissance, c'est trop pour vous. C'est trop, on sera probablement autour de 0,5, donc ça va priver en fait un peu d'acquis de croissance pour l'année prochaine. Et les 1% en fait dans le budget sont totalement irréalistes. Alors on peut faire le détail si vous voulez, mais concrètement c'est totalement irréaliste. D'autant plus en plus que ça repose sur une forme de stabilité qui n'est absolument pas acquise. Et attention, stabilité ne veut pas dire légitimité. C'est-à-dire comment vous exercez le pouvoir à travers en fait une vraie problématique fondamentale en fait de légitimité aujourd'hui de l'Assemblée et du président. Aujourd'hui, il y a une forme en fait d'impossibilité de gouverner dans ce pays. Et donc naturellement, les Français, qu'ils soient entrepreneurs
ou consommateurs en fait l'entendent, le sentent, le ressentent. Et donc ça se dira concrètement. Hein. Je rappelle que l'économie, c'est vraiment l'observation du comportement des 3 agents que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et aujourd'hui, les 3 sont finalement victimes de cette séquence purement politicienne et pas politique hein, d'ailleurs. Où en plus, ce qui sous-tend derrière, c'est quand même des calculs pour éviter toute dissolution, pour essentiellement garder son poste. C'est-à-dire qu'en réalité, là, c'est vraiment une vision assez corporatiste en fait du monde politique et du champ politique qui préfère absolument ne pas retourner en fait face au peuple de peur de perdre son poste individuel. Là, pour le coup, on est vraiment à un niveau de déliquescence en fait du champ politique et du monde politique aujourd'hui, qui malheureusement se traduit dans les faits pour nous. Et les faits, c'est quoi? C'est qu'in fine, alors on l'a évoqué ensemble, je n'ai jamais été de ceux qui pensaient que la France serait sanctionnée par un infarctus économique associé au fait qu'on trouve plus d'argent pour se financer. Oui, parce que la signature de la France reste belle. Et d'ailleurs, on s'en fiche un peu le niveau de note en réalité. On l'avait déjà dit ensemble. C'était notre position. On n'était pas nombreux pour le dire, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le 16 septembre, quand Fitch a dégradé la note française, beaucoup de gens vous disaient la veille que la France allait vivre l'apocalypse. Est-ce qu'elle l'a vécu? Mais pas du tout. Parce que la réalité, c'est qu'on est dans une séquence, on est dans une forme d'aléa moral en Europe, par essence, par construction. Depuis juillet 2012, le Whatever It Takes de Mario Draghi, qui clôture finalement la séquence de la crise des dettes souveraines que la zone euro a connue en 2011-2012. Je rappelle qu'à l'époque, qu'est-ce que c'est la crise de la dette souveraine? C'est en fait l'idée même que l'euro peut exploser. Pourquoi? Pour en revenir en fait à la genèse. Parce qu'il y a une dislocation des conditions de financement, notamment des pays du Sud, qui étaient l'Italie et l'Espagne. Les taux italiens à 10 ans et les taux espagnols à 10 ans ont dépassé 7% à cette époque. 7%. Quand les taux allemands étaient à 3,5 et les taux français à 4. Naturellement, vous comprenez que lorsqu'on a en fait des conditions de financement aussi disparates parmi les grandes économies en fait de la zone euro, et bien naturellement, si vous laissez faire ça, c'est la fin de l'euro. À l'époque, en fait, d'une certaine manière, la Banque centrale européenne a dit nous fixons un pacte de sang entre ces pays-là, et nous ne laisserons pas orchestrer en fait ou trop dériver les conditions de financement des grands pays de la zone euro, parce que sinon, ça voudrait laisser entendre aux investisseurs internationaux que l'euro peut disparaître. Or aujourd'hui, l'euro est d'abord un projet politique plus qu'économique. Et tant que nous sommes liés par ce pacte-là, la France est protégée. Notre incurie politique aujourd'hui ne sera pas sanctionnée ou n'est pas sanctionnée. Alors ça empêchera finalement, ça empêche de changer de paradigme. Alors je vais dire, il y a 2 choses. C'est qu'en réalité, nous ne serons pas frappés par l'infarctus, mais plutôt la lèpre dans ces conditions-là. Je ne sais pas en fait quelle des solutions est la plus agréable. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la réalité, c'est que donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les spreads de taux, l'écart de taux, l'écart de conditions de financement entre la France et le reste de l'Europe, finalement, alors les gens vont dire on paye plus cher notre dette que l'Italie, mais c'est pas à cause de la dégradation réelle de la France, c'est parce que l'Italie s'est beaucoup améliorée depuis au cours des dernières années. Et donc, naturellement, aujourd'hui, on est à 80 points de base, 70 points de base, peut-être 100 points de base. Attention. Qui sont des zones quand même assez critiques, du coup. C'est pour ça que je vous ai dit à plusieurs reprises qu'on ne dépassera pas vraiment 100 points de base, parce que si on laisse en fait dériver en fait l'euro dans grosso modo, ça laisserait disséminer en fait cette idée au niveau des investisseurs internationaux, parce qu'ils le savent. On ne peut pas en fait vivre dans une même zone monétaire unifiée avec des différences de traitement aussi puissantes quand on parle d'un pays qui pèse 19% de la richesse créée de la zone. Donc tout ça pour vous dire que la conséquence c'est quoi? C'est que il y a une forme de dérive qui fait que la France payait sa dette, je rappelle, avant 2007-2008, elle payait comme l'Allemagne. Puis ensuite, elle a payé un peu plus cher, 40 points de base, 0,4% de taux d'intérêt en plus sur 10 ans. Aujourd'hui, elle va payer 0,8, 0,9, 0,7, 0,8. Donc, c'est-à-dire que cette prime-là, 0,5%, qu'est-ce que c'est? Et c'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt la lèpre. Ça n'a pas du coup de conséquences sur les conditions de financement, fondamentalement parlant, mais sur la richesse créée. Parce que ces 0,5%, ces 0,5%, ça veut dire concrètement que nos amis italiens, nos amis espagnols et nos amis allemands aujourd'hui bénéficient d'une baisse des taux. Et vous le savez, les taux, c'est quoi pour une économie? C'est le carburant de l'économie. Donc, quand eux bénéficient d'une baisse des taux qui est plus puissante que la nôtre, puisque nous, grosso modo, ils sont restés à peu près au même niveau, in fine, ces taux-là, eh bien, eux bénéficient en fait d'un soutien de 0,5% de taux d'intérêt. C'est combien 0,5%? 0,5% sur 20 ans pour un ménage qui achète de l'immobilier et qui veut payer 1 000 € de mensualité par mois, eh bien, c'est 3-4% de capacité d'emprunt en moins. En plus, pardon. C'est-à-dire 3 à 4% de volume de transactions immobilières en plus, c'est 3-4% fait d'investissement en plus, et évidemment, ça marche aussi pour les entreprises. Or, comme vous savez que la consommation et l'investissement sont les 2 mamelles de la richesse créée en fait dans un pays, vous savez qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 0,7% ne sera pas le 0,7%. Il sera 0,3, 0,4. Et l'année prochaine, le 1% sera loin d'être à 1%. Parce que la croissance sera plus faible, et surtout la dynamique sous-jacente des agents privés. Parce que si on tient comme ça jusqu'en 2027, mais théoriquement, ça veut dire qu'en gros, on est en pilotage automatique, rien ne se passe, tout est dérivé, et au-delà même en fait de voter un budget,
Un budget, c'est bien, mais c'est pour quoi faire? Et donc là, je vous pose la question, dans ce budget-là, qu'y a-t-il sur la question du logement? Pas grand-chose. Mais pas grand-chose, absolument rien. Or, vous savez que la situation actuelle, je fais des longs tunnels et que je suis bavard, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on vous invite. Hein, mais juste pour vous dire à quel point, en fait, ce sujet-là est un sujet central, absolument pas abordé par les politiques. Le logement, c'est un bien de première nécessité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que dans un pays qui continue en fait, de grossir démographiquement, même si évidemment la tendance est plus faible que par le passé, par définition, loger les gens, juste après les nourrir, en fait, c'est le deuxième objectif. Or, on n'en parle jamais. Sauf que, déjà, il faut savoir, dans les transactions immobilières, on est passé de 2022 de 1 170 000 transactions. Un peu moins d'1 million estimé cette année. Un peu moins, 860 000. 1 170 000, 860 000 transactions. On va un peu remonter cette année parce que les taux de crédit ont un petit peu baissé. C'est automatique. Hein, c'est seulement la question des taux. Donc, grosso modo, il y a une forme d'immobilité dans le monde immobilier, ce qui fait quoi? Que, grosso modo, les conditions du logement actuel font que les primo-accédants ne pouvaient plus y aller. Au prix actuel. Donc les primo-accédants sont sortis du marché. Ils reviennent un tout petit peu, mais ils sont sortis du marché. Quand un primo-accédant ne peut plus accéder au marché, il n'y a que les logements qui sont déjà occupés, qui finalement s'échangent entre des gens qui sont déjà propriétaires. Mais du coup, il n'y a plus de mobilité professionnelle. Donc ça tend en fait à augmenter le taux de chômage structurel parce que quelqu'un qui voudrait s'installer pour travailler dans une zone ne trouve pas le logement associé. Et donc il n'y a plus de mobilité en fait déjà en termes de mobilité résidentielle qui sont nécessaires pour finalement faire qu'il y ait adéquation entre l'offre en emploi et la demande d'emploi. Premier élément. Deuxième élément, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'apocalypse dans le monde de l'immobilier neuf depuis maintenant 2 ans. C'est un marché qui est totalement à l'arrêt. Il faut avoir en tête que dans ce domaine-là, la France, évidemment, a subi les conséquences de la politique monétaire qui font que les taux sont passés de 0 à 4. Donc les taux de crédit sont passés de 1 à 4,5. Dans ce domaine, évidemment, ça a mis sous tension le marché, les problématiques inflationnistes aussi, mais l'essentiel du problème réside en France, par les choix politiques en France. Tout ce qu'on a fait en termes de normes dans ce domaine-là, c'est complètement une hérésie. Il y a ce qu'on veut et ce qu'on peut. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a augmenté les coûts de production de ces gens-là, alors même qu'on a besoin de construire des logements dans des zones dans lesquelles il y a de l'activité, les gens ont besoin en fait de se loger pour pouvoir aller travailler, nourrir et construire en fait leur vie de famille. Eh bien, on a inflaté le coût de production de ces producteurs avec des normes qu'on s'est auto-imposées. C'est vraiment l'autoflagellation. Et évidemment, avec l'incapacité de pouvoir assumer cela pour à la fois le producteur et celui qui l'achète. On parle de normes environnementales, mais pas que. Et donc, vous comprenez bien qu'à aujourd'hui, si on n'a pas en fait un vrai travail de fond en termes de politique publique autour de ces questions-là, ça ne repartira pas. Ça ne repartira pas. Et à travers en fait l'augmentation du spread de taux, même si vous l'avez compris, il sera maîtrisé et léger, et bien naturellement, en plus, on n'aura pas l'effet, on va dire, rebond associé à des conditions de financement en fait qui sont mieux orientées. Donc dans ce domaine-là, rien que nini, et je rajouterais juste pour vraiment enfoncer en fait je pense qu'on a compris, mais allez-y. Dans la planche, mais il faut le dire, c'est-à-dire qu'il faut le dire, d'un côté, vous augmentez les coûts de production de manière complètement déconnectée de la réalité, ce qui est en capacité de supporter en fait à la fois les producteurs et les consommateurs, et deuxièmement, vous faites quoi? Quand les taux passent de 1 à 4,5%, il n'est pas temps en fait d'arrêter le fléchage fiscal qui permettait en fait de construire de 40 000 à 60 000 logements par an depuis 20 ans, à savoir le dispositif Pinel. Qu'on soit d'accord ou pas avec le dispositif, le fléchage fiscal, mais c'est une folie, une folie absolue. Donc d'une certaine manière, le chaos dans lequel nous vivons aujourd'hui est orchestré ou a été orchestré, et donc il faudra aujourd'hui pointer du doigt ceux qui l'ont fait, mais surtout derrière détricoter ce qui a été fait et entraîner en fait ce marché-là dans des grandes difficultés, et reconstruire finalement, je dirais, là, une capacité que le pays a à adresser cette question centrale qui est celui du logement. Je pourrais vous en donner plein des comme ça. Hein, oui, bien sûr, mais écoutez, on va essayer d'avancer, mais vous reviendrez pour nous donner tous ces exemples. Donc ça veut dire, si je comprends bien, in fine, en réalité, la réduction du déficit, c'est pas pour tout de suite. Mais on n'y arrivera pas, en fait. En plus, vous savez, c'est structurel, en fait. C'est empirique et structurel. Vous faites du business, j'en fais depuis longtemps maintenant. Vous savez, il y a une chose qu'on fait jamais, en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est faire une promesse et ne pas la tenir. Parce que pour le coup, faites une promesse à un client, ne la tenez pas, vous êtes sûr qu'il ne reviendra jamais. Et en fait, c'est ça le problème du politique aujourd'hui. Les 4, même pour cette année, le déficit public sera au-dessus, en fait, de ce qui était anticipé jusqu'à maintenant, pour une raison simple, parce que le déficit, c'est ce que j'ai dépensé par rapport aux recettes fiscales que j'ai levées. Or, aujourd'hui, on constate que les recettes fiscales ne sont pas à la hauteur de ce qui était anticipé au départ. Ça, on le sait depuis longtemps. On le sait, mais en fait, ça s'accélère en ce moment. Donc, on aura un déficit qui sera plus élevé que ce qui avait été annoncé. Et pareil, l'année prochaine, tout ça est intenable. Parce que vous comprenez bien, tant que vous n'avez pas, politiquement parlant, créé les conditions pour répondre aux besoins des gens, vous serez obligé d'acheter la paix sociale. Et c'est pour ça qu'il y a une forme... Mais c'est ce qui est le cas, et ce qui sera à nouveau le cas l'année prochaine. Donc, tout ça... Alors après, si je devais prendre un tout petit peu de hauteur... c'est peut-être parce que justement on a ce pacte de sang avec les autres pays européens et que nous ne sommes pas sanctionnés par l'inefficacité de nos politiques publiques
que finalement, nous n'arrêtons pas d'en parler. Ça serait peut-être plus pratique d'avoir des taux qui passent de 3,5 à 6 du jour au lendemain. Et que des mesures soient prises. Et là, évidemment, vous ne pourriez pas, en fait, ne rien faire, puisque vous seriez face à un infarctus économique et naturellement, il faudrait bouger. Et les gens vous sommeraient, en fait, de bouger en termes de direction. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en France. Alors qu'en réalité, c'est moins le niveau du déficit public qui nous inquiète que son usage de la dépense publique. Là, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous connaissez le déficit public des États-Unis aujourd'hui ? En valeur absolue? Non, en relatif, en pourcentage du PIB, c'est ce qui nous intéresse. Plus de 6 points de PIB. C'est ça. Entre 6 et 7 points de PIB. Et les lois qui ont été votées seront encore entre 6 et 7 points de PIB. Et pour autant, en fait, on ne dit pas en fait, qu'il faut flageller ou martyriser en fait, les États-Unis. Pourquoi? Parce que ce déficit public-là... C'est la même chose. C'est la même chose, excusez-moi, mais sont pas les mêmes. 6% de déficit public d'un côté et 6% de déficit public de l'autre, comptablement, c'est la même chose. Non, c'est la même chose. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, en fait, les États-Unis, d'ailleurs, comme la Chine, tout le monde utilise le levier du déficit public et de la dette publique. Le modèle économique du pour 21e siècle. alimenter quoi? Des politiques industrielles puissantes et fortes. Clairement, c'est clairement aujourd'hui un objectif. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est le déficit public, c'est parce qu'on ne veut pas augmenter les recettes fiscales, c'est-à-dire on ne veut pas augmenter les impôts pour donner des marges de manœuvre aux entreprises, qu'elles soient plus compétitives au niveau international et, je dirais, ressortir ou régénérer une politique industrielle qui était un peu en désuétude aux États-Unis au cours des décennies passées. A priori, ça ne marche pas. Alors là, je vais vous dire une chose. La seule victime de la séquence actuelle depuis le début de l'année, la seule, et là pour le coup, ce n'est pas une question française, c'est plutôt une question européenne, ça sera l'Europe. Pour une raison toute simple. Finalement, le mouvement de Donald Trump a amené à quoi? Certes des taxes douanières, mais elles sont, entre guillemets, l'épaisseur du trait. C'est pas radicalement différent du passé. 15% de taxes douanières, c'est pas non plus un complet revirement de situation sur la question du commerce international. Mais en parallèle de ça, l'euro a monté depuis un an 18% face au dollar. 18%. Ajouter ça aux taxes douanières, ça veut dire que les entreprises européennes par rapport aux entreprises américaines ont perdu depuis le début de l'année, depuis un an grosso modo, près de 30% fait de compétitivité. Plus de 30% de compétitivité. Pour la même chose fabriquée, même chose consommée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui n'a pas bougé ou n'a pas fait, ou s'est organisé pour que sa monnaie ne bouge pas face au dollar? Le yuan de l'autre côté, nos amis chinois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'euro a lui aussi monté de 18 à 19% face au yuan. Donc, vous comprenez bien, dans un monde où la norme devient la stratégie non coopérative au niveau commercial, la seule victime de la séquence actuelle, c'est pas le conflit entre les États-Unis et la Chine. Parce qu'au final, chacun en fait a ses chapelles et est en train de se renforcer sur ses chapelles. C'est l'entreprise européenne. C'est l'Europe et c'est la zone euro, parce qu'en euro, elle est la victime notamment à travers les taux de change et la reflation en fait de l'euro, qui pour le coup est véritablement mortelle. Parce que de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les perspectives de croissance plus négatives que ce dont on aurait pu bénéficier, on aurait pu être sauvé par l'extérieur. C'est ce qu'a fait l'Allemagne pendant des décennies, à savoir en fait la demande externe, ses exportations compenseraient en fait les difficultés. Vous l'avez compris, dans la séquence où l'euro et les entreprises européennes ont perdu entre 20 et 30% de compétitivité en un an, c'est illusoire de penser que la demande externe en Europe pourra compenser la faiblesse de la demande interne. Personne Donc là, on a un vrai alignement. Personne n'y a cru, non, à juste titre pour le coup, parce qu'il y a peu de chance. Alors même que l'économie européenne est tout de même en fait une des plus ouvertes et les plus sensibles au commerce international sur le champ en fait international. Donc, vous l'avez compris, ça sent le chaud quand même en Europe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se ressaisir très vite. Il y a à la fois un problème de légitimité, un problème de représentativité, un problème de conditions en fait qui sont là pour que nos acteurs privés puissent exprimer tout leur potentiel, les ménages d'un côté, mais surtout les entreprises de l'autre. Parlons pas en fait du moral des entrepreneurs français, qui est plus que dans les chaussettes, puisque vu qu'on confond tout, on confond toutes les typologies d'entreprises dans tous les secteurs d'activité. En réalité, c'est comme si en fait ils avaient en fait une cible dans le dos, alors même que pour beaucoup d'entre eux en fait ils y mettent toutes leurs économies, toute leur énergie, tout leur temps en fait pour essayer en fait de continuer à créer de l'emploi et donner un avenir à leur entreprise. Et donc il y a une forme là aussi de désarroi dans ce champ-là qui fait qu'il faut vraiment que l'Europe se ressaisisse très vite, parce que là pour le coup on voit pas les choses s'incurver assez vite. Et je ne suis pas sûr que la Banque Centrale Européenne, à travers la baisse des taux qui perdurera selon nous, on ira plus bas que les 2% qui ont été atteints en fait récemment. Il paraît que le taux neutre est aux alentours de 1,5, 1,8. On ira à 1. On pourra se revoir d'ici l'été prochain. Je ne vois pas comment l'Europe pourrait survivre ou supporter en fait des conditions de financement qui ne soient pas beaucoup plus accommodantes,
vu la situation que je dépeins et que je décris. Bah écoutez, merci Pierre pour toutes ces précisions. Très complet, le fil a été suivi. Pierre, avant de vous souhaiter une excellente journée, est-ce que vous pouvez nous rappeler très brièvement l'actualité de l'OREP ces prochains? Alors l'OREP, c'est un peu le HEC de la formation continue en gestion de patrimoine. Vous le savez, son siège social est à Clermont-Ferrand et en gros, j'ai la chance de présider une institution qui n'a pas été fondée par moi, mais par Jean Aulagny, en fait, le pape, le membre de la gestion de patrimoine. Et donc fêtons nos 30 ans la semaine prochaine, le 23 octobre prochain, à Clermont-Ferrand, évidemment, dans la capitale de la gestion de patrimoine en France. Et on reçoit près de 700 personnes, en fait, des CGB, des banquiers, des assureurs, des notaires, des experts comptables qui viendront, en fait, se retrouver pour se retourner au cours sur les 30 dernières années, mais surtout se projeter quant à l'avenir du métier au cours des 30 prochaines. Voilà, donc on a la chance de recevoir un très, très, très beau panel de 700 personnes à Clermont-Ferrand qui nous font l'honneur, en fait, de se déplacer avec une très grosse programmation à la fois artistique et intellectuelle. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir être au cœur de cet événement qui marquera, j'espère, en tout cas, l'année de la gestion. Bah écoutez, c'est noté. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous ce matin. Pierre Sabatier, vous êtes président fondateur de PrimeView, également donc président de l'OREP. Vous êtes économiste, prospectiviste et conférencier. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous passer chez nous. Je vous souhaite une excellente journée. Nous, on va poursuivre le fil de notre émission et dans un instant, on va continuer de commenter le projet de budget 2026, cette fois-ci sous un angle un peu plus politique, puisque c'est monsieur François Asselineau et Philippe Béchade qui vont nous retrouver dans un instant sur le plateau et qui vont nous donner leurs sentiments, nous livrer leurs sentiments à l'égard de la trajectoire que prend actuellement la politique française. À tout de suite sur TF1.